Chaud essaye de comprendre le vote préférentiel. Alors récemment, on a eu au Canada une proposition par notre Premier ministre de passer à un mode de scrutin préférentiel. Donc j'essaye de comprendre, et pour essayer de comprendre, j'ai fait deux petites illustrations pour essayer de regarder ce qui se passe quand on a différents systèmes de vote et voir quel résultat ils donnent. Alors évidemment, la solution la plus simple dans un système de vote, c'est quand on a seulement deux candidats. Par exemple, si on a 45 personnes qui veulent installer une usine plutôt au nord de la rivière qu'au sud, et 55% des gens qui veulent installer la rivière plutôt au sud qu'au nord. On se retrouve avec ces proportions de vote ici. On a donc 45 personnes qui préfèrent le nord au sud, 55 qui préfèrent le sud au nord. Ça nous donne les pourcentages suivants. 55% des gens ici préfèrent le sud, 45 préfèrent le nord. Personne ne verra d'objection à dire que le gagnant est le sud. Maintenant, ça se complique un petit peu quand on se retrouve avec trois candidats. Imaginons que maintenant, au lieu d'avoir un seul candidat pour le nord, on en ait deux. Un qui veut le mettre au nord et un qui veut le mettre au nord du nord. Vraiment très au nord. Donc ici, on a repris nos votes de tout à l'heure en introduisant nord du nord. On imagine qu'il y a 25% des gens qui préfèrent nord-nord, 20% qui préfèrent simplement nord, mais qui préfèrent quand même nord-nord à sud. Donc ils mettent le sud en dernier, comme toujours, mais ils se sont coupés en deux au niveau de qu'est-ce qu'ils préfèrent entre nord-nord et nord. Et on a toujours 55% au sud. Alors là, dans ce cas-là, on extrait nos votes, on calcule nos résultats initiaux, c'est toujours le sud qui gagne. Donc c'est correct, on avait déjà une domination du sud, on a introduit un nouveau candidat et ça n'a rien changé, c'est toujours le sud qui gagne. Si on prend l'autre hypothèse, qui est que cette fois-ci, au lieu d'avoir deux candidats du nord, on a deux candidats du sud, là ça change un petit peu les choses. Imaginons qu'on a maintenant sud et sud-sud, alors encore une fois, sud et sud-sud sont préférés par les gens du sud à nord. Par contre, nord lui préfère nord à sud et à sud-sud. À partir du moment où on a ça, on se retrouve avec le nord qui va gagner, tout simplement parce que le sud s'est divisé entre ces deux candidats. Donc ce qu'on voit là, c'est un cas classique dont on entend parler souvent dans les campagnes électorales, des fois on peut parler de siphonnage des voix entre un candidat et un candidat qui lui ressemble beaucoup et qui fait que finalement un troisième qui correspond moins au choix des gens va être élu. Donc c'est une des raisons pour laquelle on veut avoir un vote préférentiel. Si on n'avait pas de vote préférentiel, la seule information qu'on aurait, c'est 45 pour le nord, 35 pour le sud et 20 pour le sud-sud. Ce qui ne nous indique pas qu'au final, ces personnes-là préfèrent quand même le sud, quelle que soit sa variante, au nord. Donc la première stratégie qui a été mise en place souvent pour gérer ces cas-là, donc par exemple le cas suivant, et c'est celle qui est proposée par le Premier ministre Trudeau au Canada, c'est l'élimination successive. Donc on va regarder comment ça fonctionne. On calcule nos votes et on va calculer les résultats initiaux. Et là, ce qu'on va dire, c'est que tant que un candidat n'a pas dépassé 50%, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller identifier le candidat avec le plus petit score. Donc ici, c'est Sud-Sud. Et on va faire comme s'il n'avait jamais existé. Donc en l'éliminant, on va supprimer ces votes et on va maintenant regarder les votes en fonction de ce qui reste comme candidat. Donc ici, on a Nord et Sud. On a éliminé Sud-Sud qu'on voit ici en pâle. Et ce qui fait que maintenant, on a 45 personnes qui votent pour le Nord, 35 qui votent pour le Sud et 20 pour le Sud. À partir du moment où on a un candidat qui a dépassé 55%, on va considérer qu'il a gagné l'élection. Donc, ce qu'on voit avec ceci, ça s'appelle le vote alternatif. C'est qu'on a quand même moyen de réparer le problème qu'on avait vu tout à l'heure, qui était que l'introduction d'un deuxième candidat qui ressemblait à Sud faussait l'élection. Alors maintenant, on va imaginer un autre cas de figure. Cette fois-ci, on a 5 candidats, et tout le monde, dans cette élection, va préférer A à B. Par contre, tout le monde va également voter pour le membre de sa famille. Donc regardons nos scrutins ici. On a 5 candidats, X, A, B, Y et Z. On voit que quasiment tout le monde préfère A à B. Ici, dans la famille de X, tout le monde va voter pour X, mais ensuite, ils préfèrent A à B, puis Y et Z. Dans la famille de Y, qui sont 13, ils préfèrent Y, évidemment, c'est un membre de leur famille, puis A et B, puis X et Z.
La même chose pour Z. Alors évidemment, B est le seul à préférer B à A, mais c'est quand même son deuxième choix, et ensuite X, Y et Z. Et finalement, dans la famille de A, il préfère A à B, X, Y et Z. Donc on prend ces votes-là et on va extraire le vote. Alors, on voit ici que A, qui est en rouge, est effectivement préféré à B quasiment partout. On calcule les résultats initiaux. Malheureusement, comme on compte uniquement les premières positions pour A, ce qui se passe, c'est que A va finir dernier. C'est lui qui a la plus petite famille, et tout le monde a préféré un membre de sa famille en premier. Donc on se retrouve avec A qui est dernier, et donc éliminé. Ce qui fait que B, qui lui est ici, va se retrouver à récupérer ses votes. Une fois qu'on va avoir éliminé Z, on va se retrouver à avoir B, qui récupère les votes de A et de Z, dans la plus grande partie. On les voit ici. Et il y a uniquement la famille de X et la famille de Y qui votent pour Y. Donc on se retrouve à avoir B, qui est élu dans cette élection-là. Et pourtant, comme on l'avait dit initialement, quasiment tout le monde préfère A à B. Alors, ici, on a sans doute l'intuition que A devrait gagner, et on ne sait pas trop d'où vient cette intuition. Alors, c'est là qu'on va parler d'autre chose qui s'appelle les méthodes dites de Condorcet. Alors, Condorcet, c'est qui? Son vrai nom, Marie-Jean-Antoine Nicolas Carita, marquis de Condorcet. Donc, comme vous l'imaginez, c'est quelqu'un qui a vécu il y a quelque temps et qui a en fait décrété que dans une élection, comme celle-ci, ce qu'on doit regarder, après avoir extrait les votes, c'est l'ensemble des duels. Donc en fait, pour chaque paire de candidats, XA, XB, XY, XZ, etc., on va calculer combien de personnes préfèrent l'un à l'autre. Alors on va les laisser calculer, puis ensuite on va revenir sur un en détail. Donc par exemple, si on prend ici Y et Z, et qu'on remonte en haut, on voit ici tous les votes. Donc les 12 personnes ici ont préféré Y à Z, donc il y en a 12 qui votent pour Y. Ici, il y en a 13 qui ont préféré Y à Z, 13 pour Y. Ici, dans la famille de Z, ils sont 11 à préférer Z et Y, et etc. Donc si on prend toutes les lignes, ça nous donne un total de 44 contre 11. Donc Y bat Z par un écart de 33 voix. Donc si on regarde ici, c'est ici ce qu'on a, Y bat Z par un écart de 33 voix. Donc là, on a pris toutes les paires et on les a regardées. Et là-dedans, on va pouvoir regarder s'il y a un candidat qui gagne tous ses duels. Alors, comment on peut savoir s'il gagne tous ses duels? C'est relativement simple. Il apparaît jamais à droite. Il apparaît jamais ici. Est-ce qu'il y a un candidat qui n'apparaît jamais ici? Oui, il y en a un, c'est A. Si vous regardez, A gagne contre B, A gagne contre Z, A gagne contre X et A gagne contre Y. C'est ce qu'on appelle un gagnant de Condorcet. Autrement dit, quelqu'un qui, peu importe l'autre candidat qu'on va choisir, si on compte les bulletins, il gagne contre chacun des candidats. Alors, ce gagnant de Condorcet, c'est habituellement considéré comme étant l'équivalent d'un gagnant incontestable. Donc, si on a deux choix, celui qui a le plus de 50% des suffrages, c'est à peu près sûr qu'il gagne. Si on a trois choix, on peut aussi avoir quelqu'un qui a plus que 50% des suffrages, qui va arriver premier dans plus que 50% des bulletins. Dans ce cas-là, évidemment, on va considérer qu'il est gagnant. Dans un deuxième temps, si jamais on a quelqu'un qui gagne tous ses duels, donc un gagnant de Condorcet, on va considérer qu'il est gagnant. Maintenant, ce qui va nous arriver, c'est que de temps en temps, ça ne sera pas le cas. Alors on va essayer de regarder un cas qui pose problème. Imaginons le vote suivant. Donc on a 32 personnes qui votent pierre, ciseaux, feuille, 33 personnes qui votent ciseaux, feuille, pierre, 35 personnes qui votent feuille, pierre, ciseaux. Alors si on évalue nos votes, encore une fois, on récupère ceci. Là, on va calculer nos paires. On voit qu'on a 3 paires, feuille contre pierre, pierre contre ciseaux et ciseaux contre feuille. Si on commence à regarder nos résultats ici, tac, on va ajouter la première paire. Donc ici, on voit que feuille gagne contre pierre par un écart de 36 voix. On ajoute le deuxième score. Donc là, on les a classés par score, 36, 34. On voit que pierre gagne contre ciseaux par un écart de 34 voix. Et si on rajoute le troisième, on se retrouve avec un cycle. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cycle?
C'est quelqu'un qui gagne contre un autre, cet autre gagne contre un troisième, et on se retrouve à avoir ce troisième qui gagne contre le premier. Alors ça, dans la méthode qu'on a ici, qui est en fait la méthode dite de Tideman, ou des paires rangées, ce qu'on dit, c'est que si jamais on a un tel cycle, A qui bat C, qui bat A, qui bat B, qui bat C, qui bat A, ça rend difficile de déclarer un gagnant. Et donc on va choisir d'ignorer la paire la plus faible, donc celle avec le plus petit score. Donc c'est pour ça qu'ici, on a eu 36, 34 et 30. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas quelqu'un qui gagne tous ces duels, il va falloir trouver un moyen de casser cette égalité. Ici, donc ici on a un cycle. La manière dont on a utilisé ici pour casser le cycle, c'est de ne pas considérer le dernier. Et donc, dans ces méthodes-là, on va se retrouver à avoir des bris d'égalité. Et ces bris d'égalité, là, ça devient complexe. Et là, on a énormément de différentes manières qui ont été suggérées. Alors, juste par curiosité, on va regarder qui gagnait pierre, feuille, ciseaux ici, avec cette méthode. Donc là, on a ceci. On va extraire le gagnant ici, c'est feuille, qui gagne contre pierre et qui gagne contre ciseaux, selon la méthode des paires rangées. Maintenant, si jamais on va au vote alternatif, donc là on se souvient, feuille, pierre, ciseaux, et qu'on lui soumet exactement le même vote, on va se retrouver avec ceci. On voit ici que pierre est classé en dernier. Quand on enlève pierre, ciseaux se retrouve avec quasiment tous les votes, et c'est ciseaux qui va gagner avec 65% de différence. Donc on voit ici qu'on a boosté ciseaux. Pour rappel ici, ciseaux était arrivé en dernier. Donc on voit que pour les mêmes votes, on peut avoir des résultats très différents selon comment on calcule le résultat. Alors j'ai peut-être pas tout compris, mais ce que j'ai compris, c'est que tout d'abord, il faut se rappeler que le vote préférentiel, ça va vous permettre d'exprimer plus ce que vous voulez. Et ça, on ne peut pas vraiment dire que ça soit mauvais. Le vote alternatif fait parfois perdre celui qui gagne contre n'importe qui. Ça semble un peu bizarre. Pour rappel, le vote alternatif, c'était cette méthode-là, où on allait chercher le plus petit score et on l'éliminait. On se rappellera de notre exemple avec nos familles ici. On se le repasse rapidement. On avait A qui gagnait quasiment tout le temps contre B, et pourtant, c'était le premier qu'on éliminait, pour finalement élire B, qui était quasiment tout le temps derrière A dans tous les votes. Donc, ça peut paraître instinctif d'éliminer celui avec le plus petit score, mais parfois ça peut avoir un effet vraiment bizarre. Donc ça s'appelle une méthode de Condorcet. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que quand la méthode de Condorcet, on n'a pas un gagnant bien clair, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne tous ses duels, ça devient particulièrement compliqué. En général, on considère que le vote préférentiel favorise les gens du milieu. Alors, un tout dernier exemple avant de conclure pour comprendre pourquoi peut-être le Parti libéral et peut-être le parti de Justin Trudeau a intérêt à suggérer un vote préférentiel. On va imaginer une élection canadienne avec le vote suivant. 30% des électeurs qui votent pour le Parti libéral du Canada, puis ensuite le nouveau Parti démocratique et en finale le Parti conservateur. On peut imaginer 32% des gens qui votent pour le NPD, puis le Parti libéral du Canada, puis le Parti conservateur, et finalement 38% qui votent pour le Parti conservateur, puis le Parti libéral du Canada et le NPD. On va essayer les deux techniques pour regarder quel serait le gagnant d'une telle élection. Donc si on prend le vote alternatif, on va se retrouver avec le résultat suivant. Ici, on voit que le PLC arrive dernier, si jamais on y va avec un vote normal, si on prend simplement les premiers choix. Si on prend simplement les premiers choix, le Parti conservateur du Canada serait élu dans cette élection. Maintenant, si on vient ici, on se retrouve à avoir 38% pour donc, les résultats initiaux. On voit que le Parti libéral du Canada est dernier, donc est éliminé, et l'intégralité des votes du PLC se reporte sur le NPD, qui passe devant le Parti conservateur avec 62%. Maintenant, imaginons la méthode de Tideman, des paires rangées, toujours le même vote, on extrait le résultat, et on calcule les paires. Et là, on se rend compte que le Parti libéral du Canada est préféré au NPD, pour la raison que les électeurs du Parti conservateur l'ont placé devant le NPD. Donc ça lui donne un avantage important. Le NPD est préféré au Parti conservateur parce que tous les gens qui sont au Parti libéral ou au NPD
ont mis l'autre parti avant de mettre le Parti conservateur. Et finalement, le Parti libéral du Canada gagne contre le Parti conservateur. Donc on se retrouve à avoir ici, le Parti libéral qui gagne contre le NPD, le Parti libéral qui gagne, le NPD qui gagne contre le Parti conservateur, et le Parti libéral qui gagne contre le Parti conservateur. Dans ce cas-là, avec une méthode de Condorcet, le Parti libéral du Canada est un gagnant de Condorcet, même si il est classé premier par le plus petit pourcentage de la population dans le cadre de ce vote. Donc j'espère que ces quelques exemples vous aident à comprendre le vote préférentiel. Évidemment, ce genre de choses, ce genre de changement sur la manière dont on vote, devrait sans doute être décidé par référendum, étant donné l'ampleur de ce que ça peut avoir, et étant donné en particulier qu'il y a de petites chances que le Parti libéral du Canada y gagne, et c'est toujours un petit peu compliqué quand quelqu'un décide de changer la règle à son avantage.